merci beaucoup de cette invitation à venir partager avec vous une curiosité en fait pour les climats passés, pour le climat aujourd'hui, pour son évolution future. Alors on a mis en avant les climats pour l'Europe et c'est un bon moyen en fait de vous parler également des relations entre le climat pour une région donnée et puis le climat à l'échelle planétaire. Donc je vais en fait essentiellement vous montrer l'intérêt de l'étude des climats passés dans cette présentation, mais le situer plus largement dans la manière dont on travaille pour observer, comprendre, anticiper l'évolution de cette formidable machine qui est le système climatique et qui produit en fait le climat de notre planète. Alors j'aime bien démarrer avec des repères un petit peu chronologiques. En parlant de l'histoire des sciences du climat, on entend souvent dire que c'est une science jeune. Moi, j'aime bien la faire remonter à l'Antiquité avec les marches graduées d'escaliers en Égypte ancienne qui servaient à mesurer la hauteur des crues du Nil. Et la hauteur des crues du Nil était importante puisque ça jouait sur la production agricole et aussi sur les recettes fiscales d'un des premiers États centralisés. Et pour gérer en fait la variabilité finalement de la production agricole et de ses conséquences, c'était important de connaître. Et pour connaître, il fallait mesurer. Donc le premier aspect de connaissance du climat, c'est cette capacité à mesurer. Et ça s'est structuré avec la construction des premiers instruments météorologiques au XVIIe siècle, qui ont permis en fait d'établir des enregistrements par exemple, l'évolution de la température à l'échelle planétaire depuis le milieu du XIXe siècle. Alors des instruments météo pour mesurer les conditions à la surface des continents, mais aussi pour surveiller l'état de l'océan, mesurer sa température, sa salinité en surface et en profondeur, avec aujourd'hui de grands réseaux coordonnés de mesures, mais pour lesquels souvent on a des enregistrements assez courts. Par exemple, l'état de la circulation des courants de l'Atlantique Nord, qui joue un rôle majeur sur le climat de l'Europe, bien sûr, à travers son impact sur la direction des vents, le transport d'humidité. On ne la connaît précisément que depuis une vingtaine d'années et moins précisément depuis une cinquantaine d'années. C'est assez bref. Dans cette capacité d'observation, on a également les mesures par satellite qui jouent un rôle déterminant puisqu'on a enfin une capacité d'observer à l'échelle planétaire. On a aussi une capacité à observer ce qui est très difficile d'accès. Et c'est grâce aux satellites qu'on a par exemple un suivi de l'extension de la banquise très précis depuis seulement le milieu des années 1970. Donc vous voyez qu'en fait, on a cette capacité d'observation actuelle qui progresse énormément, de plus en plus, mais souvent on a des enregistrements assez courts. Et bien sûr, on a une des questions importantes qui est de savoir dans les variations qu'on observe, qu'est-ce qui est exceptionnel, qu'est-ce qui fait partie de la variabilité normale du climat sur différentes échelles de temps. Et donc la capacité aussi à connaître les climats passés, non pas avec des mesures instrumentales directes, mais en utilisant les capteurs cachés que forment les milieux naturels. Donc les indices que laisse le climat dans les sédiments des lacs, avec les pollens européens par exemple, dans les grottes, où on a d'ailleurs des enregistrements précieux de l'évolution d'occupation humaine, des cultures humaines, les informations qu'on va tirer des sédiments marins ou des glaces, tout ça en fait forme autant d'indices qui ont été connus depuis assez longtemps par les naturalistes et puis pour lesquels une science s'est construite, je dirais essentiellement à partir du début du XXe siècle, pour arriver à extraire des informations précises, quantifiées, pour arriver à dater ces archives naturelles du climat et vraiment sous forme d'une espèce d'enquête de détective géante, arriver à reconstituer en 3 dimensions l'état du climat vers le passé le plus lointain. Donc je vais essayer de l'illustrer un petit peu. Et puis à côté de cette capacité à connaître, il y a bien sûr la partie comprendre. Donc quels sont les processus qui font varier le climat? Et souvent en fait ce sont des processus physiques qui sont assez bien compris. Une physique classique, principalement établie au XIXe siècle, la physique des fluides qui permet de comprendre le fonctionnement de l'océan, de l'atmosphère, les transferts de rayonnement et l'effet de serre, ces bases physiques, elles ont été établies il y a longtemps en fait, elles ont été raffinées, mais elles sont bien établies. Alors ce qui est intéressant pour les chercheurs comme nous, c'est que c'est une physique bien établie, mais qu'on applique à un système très complexe. Un système qui, chaque fois qu'on le perturbe, va produire des contre-réactions qui peuvent soit amplifier la perturbation initiale, soit la stabiliser. Donc toute la difficulté d'étudier le climat, de le comprendre, c'est de comprendre ces mécanismes de contre-réaction chaque fois que le climat est perturbé. Et en ce sens, je vais vous montrer en quoi les climats passés sont extrêmement utiles. Et puis sur la base de cette compréhension physique, on met en équation. On met en équation l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les échanges.
de manière un peu simplifiée parce qu'on est limité par le temps de calcul, la puissance de calcul. Et ces modèles de climat, ces représentations simplifiées du climat de la Terre, c'est les seuls outils que l'on a pour explorer les futurs possibles. D'où une question essentielle, quelle confiance peut-on leur accorder? Est-ce que ces modèles de climat représentent bien la réponse du climat à une forte perturbation? Est-ce qu'ils représentent bien la vitesse de réaction? Est-ce qu'ils représentent bien des phénomènes de rupture? Parce qu'en fait, c'est ces vitesses de changement qui sont extrêmement importantes pour nous, pour nos sociétés, pour construire une adaptation intelligente, de sorte à effacer les effets négatifs d'un climat qui change et qui va continuer à changer. Donc on est dans le monde, je dis souvent, entre 20 et 25 000 chercheurs en fait, à travailler en sciences du climat. Il y a des milliers de publications. Une recherche qui est au départ pilotée par la curiosité, l'envie de comprendre en fait comment ça fonctionne, et puis évidemment qui croise de multiples enjeux sociétaux par rapport à notre influence sur le climat et par rapport à une vulnérabilité de nos sociétés par rapport aux évolutions du climat. Alors cette machine climatique, on la représente ici de manière un peu simplifiée. Donc elle est formée de l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, on va transporter de la vapeur d'eau qui peut donner lieu à la formation de certains nuages. Et puis, selon le type de nuage qui est formé, on peut avoir des effets refroidissants ou réchauffants pour la surface. Et donc, on voit par là qu'on a des interactions entre des phénomènes de toute petite échelle, la répartition des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace dans un nuage, et puis la réponse du climat à une perturbation. C'est un point dur, en fait, dans l'état des connaissances par rapport au fonctionnement du climat. On va avoir également l'océan avec sa capacité à stocker du carbone, à stocker de la chaleur, et puis finalement aussi à avoir une inertie, c'est-à-dire que la réponse de l'océan, elle va propager les perturbations, parfois sur un temps très long. On a également la surface des continents avec la végétation et les forêts. Et quand on parle de climat européen, très vite, en fait, on va le définir par le type de végétation. Le climat méditerranéen qui est associé à une végétation avec des oliviers, avec ce type de plantes. C'est une végétation qui est capable de pousser quand on a de l'humidité en hiver, des hivers pas très rigoureux, et puis résister à des étés relativement chauds et secs. À nos latitudes, on a une forêt tempérée qui est capable de résister à du gel en hiver et des étés relativement doux. Et puis, plus on va aller dans les régions continentales, plus on va avoir d'autres assemblages de plantes en fonction des conditions climatiques. Alors, je parle des forêts parce qu'en fait, on a des informations nombreuses sur les variations passées des plantes grâce à l'étude des pollens déposés dans les sédiments des lacs, par exemple. Et un de nos enjeux, c'est arriver à comprendre les relations précises entre climat et forêt. Pourquoi? Pour exploiter ces données des climats passés, où on n'a pas nécessairement température ou précipitation, on a type de forêt. Et puis également parce qu'à l'avenir, l'évolution future du climat va jouer sur l'extension des aires des différentes forêts. Et l'échelle de temps des forêts, c'est l'échelle de temps du climat. Si on veut accompagner ces transformations-là, un arbre, ça a une durée de vie de 30 ans, 100 ans, plus, entre le moment où on manipule les forêts, en fait, et le moment où le bois va être récolté. Donc cette échelle de temps, elle est vraiment intimement liée. Alors, ce système climatique formidable va en permanence réagir à des perturbations externes. Donc, perturbations externes, ça peut être des facteurs qui vont agir sur la quantité d'énergie solaire qui rentre au sommet de l'atmosphère, le vieillissement du Soleil à très très long terme, la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, c'est le moteur des grandes glaciations, et puis également l'état de la surface. Si on a énormément de glaciers à la surface des continents, on va renvoyer une grande partie du rayonnement solaire vers l'espace. A l'inverse, si on a beaucoup moins de glace, on va l'absorber. Et donc on voit tout de suite que l'état des glaces à la surface de la Terre va potentiellement amplifier ce type de perturbation. Et puis également, ce qui va compter, c'est la quantité de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace, et donc l'effet de serre. Et l'effet de serre varie naturellement par les interactions entre l'état du climat, et puis la quantité de carbone stockée sur les surfaces des continents, la quantité de carbone stockée dans les océans. Et puis nous perturbons profondément ce système aujourd'hui en injectant massivement des gaz à effet de serre d'une manière telle que c'est le facteur dominant d'évolution récente du climat. Donc en fait, tout ce qui touche au bilan d'énergie entre notre planète et l'espace va provoquer une réaction du climat. Dans notre jargon, on appelle ça des forçages.
Mais le climat tout seul, sans aucune perturbation, va également produire une variabilité. Il y a une variabilité de la circulation atmosphérique d'un jour à l'autre, c'est la situation météo, mais même à plus long terme, il y a une variabilité spontanée des échanges d'énergie, d'eau entre l'océan et l'atmosphère qui va provoquer une variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, etc. Et donc, il y a tout un exercice qui consiste à comprendre ce qui fait varier le climat, à mesurer, à connaître l'évolution du climat à différentes échelles de temps, et à comprendre la relation de cause à conséquence. Si on observe un changement, est-ce que c'est spontané, ou est-ce que c'est une réponse amplifiée ou stabilisée à une perturbation bien identifiée? Et ce cadre-là, c'est vraiment un cadre important. C'est ce qui permet de donner sens aux évolutions récentes ou aux évolutions plus lointaines. Et cette compréhension, elle va venir en particulier en utilisant les modèles de climat pour avoir une représentation de ce système-là et évaluer la réponse à une perturbation ou la variabilité spontanée, en comparaison avec les observations dont on dispose. Quand on regarde l'évolution récente du climat, en fait, on n'a qu'une réalisation. Il y a eu des perturbations qui se sont exercées, puis on a une réalisation. En fait, en théorie, on aimerait bien rejouer ça plusieurs fois, pour voir finalement la part qui était une réponse forcée, puis la part qui est la variabilité spontanée du climat, mais on ne peut pas le rejouer. Et donc les climats passés, ils nous donnent accès à ce qu'on peut considérer comme des expériences naturelles sur le climat de la Terre, avec différents types de perturbations, avec la possibilité de regarder différentes séquences de réponses pour arriver à comprendre le fonctionnement de ce système. Alors les perturbations naturelles, je vous ai parlé du vieillissement du Soleil, ça joue à très long terme. Les variations de l'orbite de la Terre, c'est vraiment le facteur clé à l'échelle de temps de plusieurs milliers d'années à plusieurs centaines de milliers d'années. Les variations de l'excentricité de l'orbite terrestre, l'axe d'inclinaison de la Terre et la position des saisons sur l'orbite varient régulièrement, tous les 20 000, 40, 100 000, 400 000 ans. Et ces changements de répartition de l'ensoleillement, c'est vraiment le moteur des grandes glaciations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie avait été formulée par un mathématicien, le premier à calculer en fait ces facteurs-là dans les années 1940. Donc un mathématicien serbe, Milutin Milanković. Et la théorie en fait a été vérifiée quand on a eu 30, 40 ans plus tard la possibilité de dater les grandes glaciations passées. Et maintenant qu'on a également la possibilité de simuler ces grandes variations entre climat glaciaire et climat doux. Alors on a également des activités comme à très long terme les éruptions volcaniques. Sur le très long terme, ça va façonner la composition atmosphérique. À plus court terme, les poussières des volcans vont avoir un effet refroidissant mais de courte durée. Et puis depuis quelques millénaires à quelques siècles, les activités humaines agissent sur le climat au début par la déforestation, l'usage des sols, plutôt à l'échelle locale. Et puis maintenant à échelle planétaire avec l'effet refroidissant des particules de pollution et l'effet réchauffant des rejets de gaz à effet de serre. Donc le système actuel n'est plus du tout un système représentatif de ce qu'il a été il y a 200 ans ou auparavant. Et puis donc le climat, en fait, en réagissant à ces perturbations qui sont toujours présentes en fait, les perturbations naturelles, auxquelles se superpose l'influence humaine, eh bien, ce système climatique va aussi produire une variabilité avec différents temps de réponse. Par exemple, ce qui réagit très vite, c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, pour rappel, 1 degré de réchauffement, c'est 7% d'humidité que l'atmosphère peut transporter en plus. La formation des nuages, le profil vertical de température dans l'atmosphère, la couverture de neige, la couverture de banquise, ça réagit vraiment rapidement, parfois en quelques jours, quelques mois, quelques années. L'océan de surface, il a plutôt une constante de temps qui va jusqu'à quelques décennies. Et puis l'océan profond, c'est une constante de temps qui va jusqu'aux milliers d'années. Une incertitude majeure sur l'évolution future du climat tient à la vulnérabilité de cette circulation profonde en 3 dimensions des océans. Alors vous avez tous entendu parler du Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, c'est un courant de surface au niveau de l'équateur qui est lié à la rotation de la Terre, qui a toujours persisté. Et puis ensuite, on a près de l'équateur des eaux de mer chaudes qui vont être transportées par la dérive nord-atlantique vers le nord. Elles vont devenir plus froides, donc plus denses. Sur le trajet, il y a eu de l'évaporation. Donc ces masses d'eau perdent, enfin le sel, elles sont enrichies en sel. Leur salinité augmente et elles deviennent aussi plus denses. Et de ce fait, on a des mécanismes de formation d'eau profonde
avec des eaux de surface qui plongent en profondeur et des courants froids de retour au fond des océans qui bouclent une espèce de grand tapis roulant pour lequel le temps de parcours est à peu près de 1000 ans. Alors je vais vous montrer qu'on sait que dans le passé, cette circulation océanique a été marquée par des instabilités brutales, majeures. Et une question importante est de savoir si ce type d'instabilité peut se produire à l'avenir et si les outils dont nous disposons, les modèles de climat, sont capables de les représenter correctement. Alors j'ai parlé uniquement de l'océan, mais bien sûr, si vous avez des glaces qui fondent et qui font un apport important d'eau douce, ça va jouer un rôle majeur dans la réponse des courants marins profonds. Et ça fait partie des sujets qui nous intéressent aussi bien pour le passé que pour le futur. J'ai mentionné aussi ici les calottes de glace. Aujourd'hui, il n'en reste que sur le Groenland et puis l'Antarctique, principalement. Mais il y a 20 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, on avait également une épaisse calotte de glace sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe du Nord. Ça représentait à peu près 2 fois le volume de l'Antarctique aujourd'hui. Et ces calottes de glace, on réalise de plus en plus qu'elles ont une capacité à réagir très vite en cas de perturbation, c'est-à-dire avec des eaux de mer plus chaudes qui vont les faire fondre à l'interface pour les parties flottantes, ou avec des conditions plus chaudes qui vont provoquer une fonte en surface, un ruissellement et parfois aussi un écoulement accéléré. Et puis ces calottes de glace, elles ont aussi un temps de réaction important. Et donc étudier les climats passés, c'est essentiel par rapport à ces composantes lentes du climat. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, l'océan profond, on sait l'observer bien depuis 20 ans, un peu moins bien depuis une cinquantaine d'années. Donc avoir des informations, même indirectes, c'est essentiel. Les calottes de glace, elles sont en train de reculer aujourd'hui, au Groenland et en Antarctique. Et savoir en fait à quelle vitesse ce type de recul peut se produire, combien de temps il peut durer en réponse à une perturbation donnée, ce n'est pas les observations d'aujourd'hui qui peuvent nous l'indiquer, c'est en tirant parti de grandes variations passées pour lesquelles on peut avoir des données indirectes, mais indispensables. Alors la modélisation du climat, j'ai essayé déjà d'expliquer qu'elle joue un rôle clé pour comprendre les mécanismes. Alors là, c'est par exemple une simulation où du jour au lendemain, on double la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors c'est ce qu'on va faire en fait, mais plus graduellement. Et on voit ici en fait que 50% de la réponse du climat, on l'a au bout de 100 ans. Et puis l'autre moitié, on l'a sur une échelle de temps qui est de plus de 1000 ans. D'accord? Donc quand on prend en compte l'océan, l'atmosphère, la surface des continents, pas les calottes de glace, là, juste la partie climat, vous voyez que ça permet de montrer finalement un caractère un peu irréversible au temps de réponse du climat par rapport à la perturbation qu'on va faire. Donc ces modèles de climat, ils sont aussi essentiels pour donner sens par rapport aux changements passés. Par exemple, sur le réchauffement à la surface de la Terre depuis 1950, on estime que la plupart du changement observé est dû à nos rejets de gaz à effet de serre, un peu compensé par le rejet de particules de pollution refroidissante. Et toutes les études menées à ce jour concluent à ce même résultat. Et puis, ce sont les seuls outils, comme je l'ai expliqué, que l'on peut utiliser pour simuler les évolutions futures possibles. Alors, si on regarde de quoi sont capables ces modèles de climat, on peut par exemple regarder l'évolution depuis 150 ans. Ce qui est observé, c'est en noir, température moyenne à la surface de la Terre. Et vous voyez que un ensemble d'une quarantaine de modèles de climat est capable de simuler un certain nombre de caractéristiques observées. Les coups de froid suite à des grosses éruptions volcaniques, comme ici ou là. Un climat relativement stable à la fin du 19e siècle, une première étape de réchauffement au début du 20e, et puis ce grand réchauffement depuis les années 1950. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on ne peut pas se focaliser sur une période courte d'une dizaine d'années pour parler de changement de climat. Par exemple, après 1998, il y a eu une relative stagnation de la température à la surface de la Terre, même si la quantité d'énergie totale, en particulier dans les océans, continuait à augmenter. Donc ça a été décrit comme une forme de hiatus. On ne peut pas se focaliser sur une période aussi courte, en fait, pour étudier le fonctionnement du climat. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le gros événement El Niño de 2015 et puis celui de cette année, en fait, on est encore sur un record pour le début de l'année 2016. Les observations se situent en plein milieu de la gamme de simulations. Et pour la partie récente, ces simulations, elles avaient été faites en 2005, en fait, en mode projection. Donc vous voyez qu'on a également, néanmoins, une grande dispersion dans... en fait, j'ai plus de pointeur. Si quelqu'un a un pointeur laser, ça m'aiderait. On a en fait une certaine dispersion dans le résultat de différents modèles de climat.
Et ça, c'est le résultat de l'ensemble de ces mécanismes de rétroaction que j'ai décrits tout à l'heure, et en particulier d'une notion importante, qui est la notion de sensibilité du climat. Quand on perturbe le bilan d'énergie de la Terre au sommet de l'atmosphère, quel changement de température? C'est ça, en fait, le concept de sensibilité du climat. Et chacun des différents modèles qui existent dans le monde donnera une réponse légèrement différente. Est-ce qu'elle est juste? Laquelle est juste? Qu'est-ce qu'on peut tirer des climats passés par rapport à cette notion qui est en fait assez critique? Et c'est une notion d'autant plus critique qu'elle aura d'autant plus de poids qu'on va continuer à perturber le système climatique. Donc vous avez là, vous l'avez certainement déjà vu, des simulations d'évolution future du climat. Si on fait baisser très rapidement nos rejets de gaz à effet de serre et qui deviennent quasi nuls après 2050, alors on aurait un réchauffement qui continuerait et atteindrait environ 1,5 degré ou 2 degrés de plus qu'aujourd'hui pour un climat qui se stabiliserait autour de ce niveau un peu plus chaud. Si on continue à rejeter davantage de gaz à effet de serre pour une stabilisation plus tard, un réchauffement intermédiaire, et puis si on fait le business as usual qui consiste à exploiter toutes les réserves fossiles connues, pétrole, charbon, gaz non conventionnel, pétrole non conventionnel, on est capable en fait de tripler la perturbation des échanges de rayonnement, et dans ce cas-là, on s'attend à un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100, et puis autant dans les siècles suivants, parce que je vous l'ai montré, le climat il a un temps de réponse qui est très très long, qui est sur plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Alors on a parlé de l'Europe. Qu'est-ce que ça peut donner pour l'Europe si on a 1,5 degré de réchauffement global, ou 2, ou 4? Vous voyez, dans tous les cas, pour l'ensemble des continents comme l'Europe, c'est un réchauffement plus important que la moyenne planétaire. Et puis plus le réchauffement global est important, plus le réchauffement européen est important. Alors il y a une structure spatiale un peu particulière. Le réchauffement en hiver, il est plus prononcé au nord-est de l'Europe parce qu'on perd de la neige. Et le réchauffement d'été, il est extrêmement prononcé sur le pourtour méditerranéen, parce que dans cette région particulière, un climat plus chaud, c'est un climat plus sec. Et le fait que les sols soient secs favorise le réchauffement à la surface parce qu'on n'a plus l'évaporation qui permet de stabiliser la température à la surface terrestre. Et les mécanismes derrière ces changements d'évolution future, par exemple pour la baisse des pluies sur le bassin méditerranéen, qui est vraiment quelque chose de très caractéristique et qui double, le risque de sécheresse en fait double si le réchauffement global passe de 1,5 degré à 2 degrés pour la Méditerranée. C'est lié en fait à des changements à grande échelle de la circulation atmosphérique, ce qu'on appelle la cellule de Hadley, qui se décale un peu vers le nord dans un climat plus chaud et qui amène de l'air plus sec vers les régions de type méditerranéenne en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Australie, etc. Est-ce qu'on est capable de simuler correctement ces processus? Ces changements de circulation atmosphérique de grande échelle, ils vont aussi dépendre du réchauffement dans les tropiques, des océans, qui met en mouvement verticalement l'air. La trajectoire des vents d'ouest qui apportent de la douceur au climat européen dépend fortement des gradients de température entre l'équateur et le nord de l'Atlantique. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que dans toutes ces simulations, on a en fait un réchauffement moindre sur le nord de l'océan Atlantique par rapport à d'autres régions. C'est parce que dans ces simulations, dans un climat qui se réchauffe, on a un léger ralentissement ou un ralentissement plus fort de cette grande boucle de tapis roulant océanique. Mais c'est une incertitude majeure. On a une énorme dispersion d'un modèle de climat à l'autre. Et pourtant, si on regarde dans le détail, c'est un facteur qui va avoir des impacts très importants sur le climat européen, et je vais essayer de l'illustrer rapidement. Alors les climats passés, on peut les voir donc comme des expériences naturelles sur le climat de la Terre. On connaît les perturbations et on va analyser la réponse du climat à ces perturbations. Ça permet aussi de caractériser toute la variabilité spontanée du climat, au-delà des derniers 50 ou 150 ans. Et puis on peut le formuler comme un banc d'essai pour ces modèles de climat. Alors jusqu'à présent, la plupart des analyses, elles ont porté sur un climat qu'on appelle entre guillemets à l'équilibre. C'est-à-dire un climat relativement stable, où les perturbations sont relativement stables, comme le climat du dernier maximum glaciaire, il y a environ 21 000 ans. Donc une teneur très basse en dioxyde de carbone, beaucoup de dioxyde de carbone stocké dans les océans très froids, des calottes de glace gigantesques sur l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, un niveau des mers beaucoup plus bas. Et puis je vais vous montrer à quoi ressemblait en partie le climat de cette époque, bien sûr beaucoup plus froid qu'aujourd'hui.
Et l'enjeu maintenant, c'est aussi d'aller tester les vitesses de changement. Et c'est l'objet des travaux qui sont en cours dans le cadre d'un projet qui est soutenu par la Fondation BNP Paribas. Alors, pour illustrer ce qu'on apprend des climats passés, la notion de sensibilité du climat, c'est une notion clé. Combien de degrés de changement si on double la teneur en CO2 dans l'atmosphère? Si vous regardez les modèles de climat, ils vous font une certaine gamme entre 2 et 4 degrés et demi. Si vous prenez les observations des derniers 150 ans que je vous ai montré tout à l'heure, on a une incertitude énorme. Parce qu'on ne connaît pas bien tous les forçages, en particulier la quantité d'aérosols qu'on a émise et son effet sur les échanges de rayonnement. Si on prend même les derniers 1000 ans, la période historique, en fait, on a une incertitude énorme parce que c'est des toutes petites variations. Et donc, toute petite perturbation, tout petit signal, quand on divise les deux, ça produit une incertitude très grande. À l'inverse, si vous regardez le climat glaciaire, celui que j'ai illustré tout à l'heure, entre 3 et 8 degrés plus froid qu'aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, c'est celui qui permet de donner la barre d'erreur la plus réduite sur vraiment une notion fondamentale de réponse du climat, avec cependant un point d'interrogation, à savoir si la réponse du climat à une perturbation elle est symétrique quand on va du froid vers le chaud, ou quand on va du chaud vers le très chaud, parce qu'on n'est pas dans les mêmes gammes, par exemple pour la formation de certains types de nuages. Donc ça fait partie d'une des lignes d'évidence essentielles, cette étude de climat passé, par rapport à la réponse du climat global à une perturbation donnée. Deuxième incertitude majeure, qu'est-ce qui se passe si en fait la fonte des glaces du Groenland de l'Antarctique s'accélère brutalement? Elle s'accélère depuis une vingtaine d'années. On a quelques travaux récents qui suggèrent que le risque de déstabilisation de l'Antarctique doit être revu à la hausse par rapport à ce qu'on savait il y a quelques années. On ne peut pas exclure pour 3 ou 4 degrés de réchauffement de doubler le risque de montée du niveau des mers parce qu'on va déstabiliser certains secteurs de l'Antarctique. Ça, c'est une étude qu'on a faite avec un climatologue américain, Jim Hansen, où on a forcé en fait une fonte importante du Groenland et de l'Antarctique, on l'a imposée, et on regarde ce que ça donne d'ici à la fin de ce siècle sur le changement de température. Ce n'est pas tout à fait la même carte que tout à l'heure. Tout ne se réchauffe pas. Dans ce cas-là, en fait, on a certains secteurs qui subiraient en fait même des refroidissements de surface. Et à l'inverse, on accumulerait encore plus d'énergie à l'intérieur de l'océan sous la surface. Si on a ce type de situation qui se produit en réalité, ça modifie complètement la trajectoire des tempêtes vers l'Europe, ça modifie complètement la structure du réchauffement du sud vers le nord de l'Europe en fonction des saisons. Et c'est également un phénomène qui est auto-amplificateur pour la fonte des glaces, parce que dans ce cas-là, autour de l'Antarctique, le refroidissement de surface, il masque un réchauffement des eaux de mer sous la surface qui va attaquer les parties flottantes par en dessous davantage. Donc c'est vraiment un enjeu majeur avec cette question de est-ce qu'on comprend le fonctionnement de cette circulation océanique profonde? Est-ce qu'on le simule correctement? Est-ce qu'on simule correctement sa vitesse de réaction à une perturbation? Et on n'a pas encore la réponse aujourd'hui à cette question-là. Alors pour ça, donc nous on essaie de lire les archives du climat. Donc on va travailler par exemple avec des sédiments marins. Vous avez là une photo des caves du château du CNRS de Gif-sur-Yvette, où ont été stockés des kilomètres et des kilomètres de carottage dans les sédiments marins accumulés depuis les années 1960. Et c'est en fait une banque de données extraordinaire. Et plus ces carottes sont étudiées et connues, datées, plus quand on s'intéresse à une question donnée, on peut aller chercher directement la période d'intérêt et refaire des mesures de plus en plus fines. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on veut faire maintenant. On va faire des mesures fines, par exemple, sur des analyses ultra précises de métaux rares, d'éléments traces, pour arriver à caractériser l'état de la circulation océanique dans le passé en 3 dimensions. On va également travailler, ici c'est un exemple de concrétion dans des grottes, de manière ultra fine et avec une possibilité de pouvoir mettre un âge très très précis sur ces échantillons, ce qui permet de voir aussi en relation les mouvements des populations dans le passé en Europe, les phases culturelles en relation très fine avec les variations du climat européen. Alors un exemple de comment on peut utiliser les données du passé pour tester les modèles de climat. On prend le record de froid, le climat glaciaire, et vous avez là une compilation qui a été faite de données issues de pollen pour les températures du mois le plus froid, donc l'hiver. Donc des hivers beaucoup plus rigoureux lors de la dernière période glaciaire qu'aujourd'hui. Donc vous voyez le type de distribution de données dont on dispose. Et plus on va aller vers le récent,
plus on va avoir d'enregistrements. Par exemple, du côté de l'Europe, pour l'Europe du Nord, on n'a pas d'informations quand elle était couverte de glaciers. Mais quand les glaciers se retirent, lors de la dernière déglaciation, on a des lacs qui se forment, qui vont enregistrer les évolutions du climat, des pollens. Et donc plus le temps passe, plus on a d'informations. Donc vous voyez un type de comparaison entre des simulations avec les mêmes modèles qu'on utilise pour le climat futur, pour cette période d'il y a 21 000 ans. Et si on regarde un peu finement, par exemple pour l'Europe, on voit que les reconstitutions, elles donnent une gamme de refroidissement en hiver très importante, de l'ordre de 15 degrés, et les simulations ne permettent pas d'atteindre un refroidissement passé aussi important. Pourquoi ? Donc il y a beaucoup de travaux en cours pour essayer de comprendre ce mécanisme. Il est peut-être lié au fait que les modèles de climat pour cette période-là ont tendance à sous-estimer le gradient de refroidissement entre l'équateur et le nord de l'Atlantique. Ça, c'est les changements estimés de température dans les tropiques. Ça, c'est les changements de température estimés au niveau de l'Atlantique du Nord. Et vous voyez que les petites croix de simulation, elles sont plutôt à l'intérieur de ces deux points issus des données des climats passés. Donc on a tendance à sous-estimer le gradient de température. Ça suggère qu'on n'est pas encore correct pour simuler correctement l'état même de la circulation océanique moyen il y a environ 21 000 ans. Et ça pose beaucoup de questions sur notre capacité à simuler correctement sa réaction dans le passé comme dans le futur. Alors, pour essayer de représenter un petit peu schématiquement ce qu'on peut tirer des climats du passé, mais aussi les limites, on peut regarder à l'échelle planétaire. Donc là, c'est l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, climat glaciaire, aujourd'hui, la perturbation anthropique et puis ce qu'on va faire ou pas à l'avenir. L'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre, ici on est il y a 21 000 ans, c'est en moyenne à peu près 5 degrés plus froid. Le climat stable du dernier millénaire qui a permis l'émergence des populations sédentaires en fait, par le développement de l'agriculture, etc. Le petit réchauffement des derniers 150 ans, et puis les évolutions futures possibles en fonction de combien de gaz à effet de serre on va rejeter dans l'atmosphère. Et c'est pas, on ne le regarde pas sur 100 ans, on le regarde sur 10 000 ans futurs, ici. Et puis enfin, l'évolution du niveau des mers, 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui, il y a 21 000 ans, parce qu'on avait ces énormes calottes de glace. Cette augmentation a un niveau des mers global très stable depuis plusieurs milliers d'années. Une augmentation de 20 cm au XXe siècle, qui est déjà une rupture. Et puis un risque d'évolution extrêmement important de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres, si on déclenche une déstabilisation majeure des glaces du Groenland ou des glaces de l'Antarctique sur le très long terme. Et l'échelle de temps là, on ne la voit pas, mais c'est 10 000 ans vers le futur. Donc en fait, la perturbation due aux activités humaines par rapport au rythme passé d'évolution du climat, c'est brutal. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est chercher les variations les plus brutales du passé. Et celles-là, on les trouve dans la dernière déglaciation. On les trouve à des moments où les courants marins profonds ont changé brutalement. Dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, les variations les plus brutales au niveau planétaire, c'est de l'ordre de 1 degré par 1000 ans. Alors, ce n'est pas du tout le même rythme que ce qu'on peut avoir dans les siècles à venir, mais on veut utiliser des données plus fines qui ne sont pas encore aujourd'hui disponibles de manière synthétisée pour tester si on est capable de simuler les changements les plus abrupts qu'on a connus dans le passé récent. Alors, pour donner un autre exemple, on peut prendre le rythme de fonte des glaces. Donc, je vous ai dit aujourd'hui 3 mm par an. En moyenne, sur le XXe siècle, 2 mm par an, très stable dans les millénaires précédents. Si on regarde lors de la dernière déglaciation, c'était de l'ordre de 1 cm par an en moyenne. Et au moment le plus brutal, lorsqu'on a eu des débâcles des glaces qui ont aujourd'hui disparu, on atteignait 4 cm par an de montée brutale du niveau des mers. Je vous montre une étude parue par Nature de 2 scientifiques américains qui ont fait la simulation la plus, à mon sens, approfondie de la calotte de l'Antarctique. Et eux simulent pour un réchauffement futur de l'ordre de 3 ou 4 degrés, une déstabilisation de nombreux secteurs de l'Antarctique qui pourrait conduire, d'ici à la fin de ce siècle ou au suivant, à des rythmes de montée du niveau des mers de plusieurs centimètres par an, de l'ordre de 2 à 4 cm par an. Et là, vous voyez qu'une telle vitesse de changement, on ne l'a connue dans un autre contexte, avec d'autres calottes qui étaient instables, qu'au moment les plus brutaux de la dernière déglaciation. Alors le climat glaciaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
La figure que je vous montrais tout à l'heure avec ce climat glaciaire, ce long réchauffement, le climat stable des derniers 10 000 ans, c'est vraiment une estimation à l'échelle planétaire. Mais dès qu'on va regarder à l'échelle régionale, on a des variations beaucoup plus complexes. Alors c'est illustré ici en comparant l'évolution des températures au Groenland en vert et l'évolution des températures en rouge depuis plus de 150 000 ans. Alors je montre pour ces deux sites parce que dans les glaces, on a de l'air, et l'air qui est présent, qui est piégé dans les glaces polaires, nous permet d'avoir une échelle de temps hyper précise entre les deux pôles, à quelques siècles près ou parfois moins. Donc on est certain là de ne pas faire d'hypothèse idiote sur le fait que des événements qui ont la même forme ont lieu en même temps. On peut vraiment regarder précisément si les événements qui se produisent des deux côtés de la Terre se produisent en même temps ou de manière décalée. Et vous voyez que pendant la dernière déglaciation, comme de manière systématique, on a en fait des mécanismes de bascule entre les deux pôles. On a donc, lors de la dernière déglaciation, un réchauffement qui démarre d'abord en Antarctique. Ça coïncide avec l'augmentation des rejets de CO2 de l'océan Antarctique vers l'atmosphère. Et puis ensuite, quand on a un réchauffement brutal du Groenland, on a un palier en Antarctique et vice-versa. Et ça correspond à des réorganisations du transport de chaleur par les courants marins à grande échelle, qui jouent un rôle un peu de bascule entre les deux hémisphères. Quand ces courants sont peu actifs, on a une accumulation de chaleur vers l'Antarctique, et quand ils se remettent en route brutalement, ils apportent de la chaleur vers le Groenland au détriment de l'Antarctique. Donc ce qu'on voit là, par ces simples deux enregistrements, c'est le mécanisme de cette grande boucle océanique et ses conséquences dans les régions les plus extrêmes aux deux pôles. Donc ce qu'on veut nous maintenant, c'est avoir sur la même échelle de temps l'évolution des températures dans les tropiques au niveau de l'Atlantique, la même chose dans l'Atlantique au nord, la même chose pour les évolutions de pollen et le climat européen, pour arriver à avoir une vision d'ensemble, des réorganisations très fines à l'échelle de moins d'une vingtaine d'années lors des variations les plus brutales du climat qu'on connaît. Donc pour ça, en fait, on se dote d'une nouvelle boîte à outils, donc, en particulier par le soutien de la fondation BNP Paribas, qui complète d'autres sources de financement, pour faire une synthèse de données existantes dans plusieurs secteurs clés en Europe, des nouveaux outils pour dater, pour tracer ces variations à ultra haute résolution, pour modéliser les forêts et les traceurs qu'on mesure sur les archives naturelles, dans nos modèles de climat directement. Alors pour ça, en fait, on a un consortium d'un grand nombre de laboratoires autour de l'université Paris-Saclay, avec des spécialistes de la production de connaissances entre différentes disciplines en sciences sociales qui nous observent, des spécialistes de la biologie, de la physique, des climats passés, de la modélisation du climat et aussi de la visualisation de données. Et je vais vous donner quelques exemples des travaux les plus récents pour finir. Un exemple de synthèse de données, donc on a un site web en fait qui a été mis en œuvre et qui nous permet de naviguer de manière interactive dans l'ensemble des données qui sont déjà disponibles. Donc vous pouvez chercher sur une carte du monde, si vous êtes intéressé à ce qui se passe dans les océans, ce qui se passe à partir de l'étude des petits foraminifères ou des coraux ou d'autres milieux naturels qu'on va trouver dans les océans, pour une période de temps donnée. Et là, par exemple, c'est une synthèse des changements entre 21 000 ans et 6 000 ans d'un des paramètres, le rapport entre les molécules lourdes et légères de l'eau, qui est un paramètre clé qu'on va utiliser dans un ensemble de milieux naturels. Et ce paramètre, on le met également à l'intérieur des modèles de climat, ce qui fait qu'au lieu de comparer une température à un paramètre un peu compliqué, on va comparer la même chose dans les archives naturelles du climat et dans ces simulations. Donc ça, c'est un premier élément de résultat. Un deuxième élément de résultat, c'est ce magnifique parc analytique, avec un nouvel outil pour faire des datations au radiocarbone, qui a été livré l'été dernier et sera inauguré cet automne. Un nouvel outil pour faire des mesures ultra précises, en particulier sur les sédiments marins ou les concrétions des grottes, qui a été inauguré en février dernier. Ça permettra de tracer la circulation océanique, la température des mers et son pH. Et puis un nouvel instrument dans lequel on peut introduire une carotte de glace et faire une mesure continue au millimètre près, ce qui nous permettra de tracer les variations du climat polaire très finement pour à la fois caractériser la température et aussi le transport d'humidité par l'atmosphère. Et puis pour terminer, on a également développé donc, une méthode pour simuler les aires de répartition des forêts. Alors là, ce qu'on voit, c'est la mise au point pour le climat actuel.
Donc vous avez l'observation, par exemple, de la répartition du hêtre dans les forêts européennes, avec des inventaires. Alors ce ne sont pas les hêtres qui ont été plantés délibérément pour faire joli dans les villes, c'est vraiment une estimation des forêts naturelles de hêtres présentes en Europe. Donc la densité importante, elle est en vert. Et là, c'est le résultat d'un calcul qui prend les simulations d'un modèle de climat et qui le traduit en photosynthèse par les hêtres. Et la qualité de la photosynthèse permet de définir si on a probabilité de présence ou pas d'une telle forêt aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a des performances qui sont tout à fait intéressantes. Pour le climat d'aujourd'hui, c'est la première étape en fait. On a également donc la même chose pour le chêne, avec son aire de répartition dans toute l'Europe tempérée. On a la même chose pour l'épicéa, qui est davantage présent également du côté de l'Europe du Nord. Et donc cet outil, il est disponible maintenant. On va le brancher derrière des simulations des variations passées lors de la dernière déglaciation. Et on va enfin pouvoir confronter directement les données montrant des changements de pollen de ces différentes espèces avec le résultat de simulations climatiques. Dernier exemple de résultat, vous avez ici une des premières simulations qui a été faite sur toute une période glaciaire interglaciaire, donc du passé vers le présent, le climat glaciaire, le réchauffement vers aujourd'hui, avec un modèle de climat simplifié qui représente le paramètre exact qu'on mesure dans les glaces du Groenland et qui nous permet de faire des confrontations fines. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez voir, c'est que spontanément, dans cette simulation, on n'a pas de changement brutal des courants marins. Donc on ne simule pas toute cette variabilité qui est présente dans la réalité. Donc là, c'est une espèce d'état moyen lié au changement d'orbite de la Terre, à l'effet de serre naturel, à l'extension des glaces. Et ce qui est supplémentaire, ce sont ces instabilités brutales qui nous intéressent vraiment le plus et pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait certain de bien comprendre les mécanismes de déclenchement spontané dans le passé comme dans le futur. Donc on est vraiment au moment où on peut comparer de manière transitoire ce type de résultats, ce qui n'était pas possible jusqu'à il y a quelques années. Donc les prochaines étapes, simuler mieux la circulation océanique glaciaire, simuler le début de la dernière déglaciation, simuler les réchauffements les plus rapides, quand on a eu aussi les déstabilisations les plus grandes des calottes de glace, confronter simulation et information des archives naturelles pour cartographier les vitesses de changement. Est-ce qu'on est capable de le faire correctement ou pas? Et puis évaluer la capacité de nos outils de modélisation par rapport aux changements passés les plus rapides pour l'Europe et en tirer les leçons par rapport aux risques futurs. Je vous remercie de votre attention. Donc là, on rentre en fait sur plutôt le débat de société quelque part. Donc la première chose, dans l'évolution de la température à la surface de la Terre, il y a effectivement un réchauffement qui s'est accentué à partir des années 70 de manière spectaculaire. Et c'est principalement la réponse à une augmentation très forte de l'exploitation des énergies fossiles dans le monde, pétrole, charbon et gaz, et avec une accélération des rejets qui se traduit par une augmentation de la concentration dans l'atmosphère et un effet de piégeage de chaleur en fait, par l'effet de serre supplémentaire, qui est la cause dominante de ces changements. Alors ça, c'est sur les tendances. Par contre, d'une année à l'autre, on a des variations dans la quantité d'énergie qui est stockée par les océans un tout petit peu et ce qui reste dans l'atmosphère. Et ça, c'est lié à des phénomènes naturels, en particulier du côté de l'océan Pacifique, un phénomène qu'on appelle El Niño. Donc ça, c'est la partie purement factuelle. Après, en fait, il y a deux grands enjeux pour nous collectivement. Au-delà de l'enjeu de produire des connaissances, d'avoir du recul sur les outils dont on dispose, d'être capable de fournir des scénarios d'évolution future avec un degré de confiance élevé finalement. Derrière ça, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est tirer parti des connaissances scientifiques pour se protéger des conséquences potentiellement négatives du réchauffement, voire dans certains cas tirer parti des effets positifs. Et puis le deuxième enjeu, c'est si vous voulez éviter de vous exposer à des changements rapides, c'est de le plus vite possible faire baisser les rejets mondiaux de gaz à effet de serre de sorte à stabiliser l'évolution future du climat. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a une telle inertie dans la réponse du climat qu'on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose qu'on peut faire, c'est stabiliser le réchauffement. Et pour ça, il faut que les émissions de gaz à effet de serre diminuent le plus vite possible et soient quasiment nulles. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire déployer toutes les solutions qui existent aujourd'hui, il y en a beaucoup,
Ça veut dire faire de l'innovation pour construire les solutions qui pourraient être déployées dans 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'il y a vraiment des ruptures qui seront nécessaires. Et ça veut dire aussi déplacer les investissements de sorte à favoriser ces solutions. Par rapport, disons, au budget de carbone dans le système climatique, on a des inventaires d'émissions assez précis. Quelle quantité on a consommé d'énergie fossile, quelle quantité de ciment a été produite dans le monde, quelle a été l'ampleur de la déforestation. Ça, c'est assez bien connu. Donc on sait à peu près ce qu'on injecte. Ensuite, on mesure une concentration. Et la concentration, c'est le résultat de ce qu'on injecte dans l'atmosphère, nous, et puis de ce qui est repris par la végétation et les sols, et de ce qui rentre dans les océans. Ce qui rentre dans les océans, on peut l'estimer assez précisément en suivant le pH de l'eau de mer, par exemple. Donc ça, on peut l'estimer assez finement. Entre les deux, il y a un ensemble de méthodes scientifiques, en fait, pour estimer la quantité de CO2 qui a été reprise par les sols et la végétation. Et donc, par exemple, on a une grande confiance dans le fait qu'aujourd'hui, sur 100% de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, il y en a à peu près un quart qui y reste. C'est ce qui fait monter la concentration. À peu près entre 20% et un quart qui est repris par les océans, qui deviennent plus acides, et entre 20 à 25% qui est repris par la végétation et les sols. Et ce terme-là, il est très fluctuant, parce que la capacité des sols et de la végétation à stocker du CO2, ça va dépendre de la photosynthèse. Et pour qu'il y ait de la photosynthèse, il faut qu'il y ait des nutriments, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc en situation de sécheresse, dans différentes régions, cette capacité-là peut se réduire. Alors, de manière directe, comment on peut différencier du CO2 naturel et du CO2 anthropique? On peut aussi mesurer les différents atomes, les caractéristiques des différents atomes du CO2, et en particulier le contenu en radiocarbone, en carbone 14. Donc le carbone 14, c'est quelque chose qui est échangé en permanence par les êtres vivants avec l'atmosphère. Et donc il y a une diminution, une fois que l'être vivant est mort, dans ces résidus, il y a une diminution assez lente sur sur un temps de quelques milliers d'années à quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, si vous brûlez une énergie fossile, le CO2 qui est injecté dans l'atmosphère n'a pas de radiocarbone. Si par contre c'est du CO2 qui est échangé avec la végétation, etc., il aura du radiocarbone. Donc en mesurant ce paramètre-là, on peut aussi de manière indépendante en fait, vérifier que l'immense partie de ce qui est dans l'atmosphère vient de la combustion des énergies fossiles. Alors si ça vous intéresse, il y a un programme international qui s'appelle le Global Carbon Project, qui a un site web très bien fait, et qui vous montre tous les ans l'état des lieux au meilleur niveau scientifique international sur justement ce que je viens de décrire. Alors je vais d'abord répondre par rapport au GIEC. Donc le GIEC, lui, il ne fait pas de recherche. Il mobilise des centaines d'auteurs sur la base du volontariat qui ne sont pas rémunérés, qui vont faire une évaluation critique de l'état des connaissances. Donc ils vont prendre en fait ce type de publication comme les autres. Ils vont les passer à la moulinette de l'examen scientifique. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que la démarche est saine? Est-ce qu'il y a une seule étude ou plusieurs qui vont dans le même sens, etc. Et après, en toute liberté, ils vont produire leurs conclusions, je dirais. Donc pour ça, en fait, ça va suivre un chemin qui est le chemin normal de l'évaluation critique de l'état des connaissances, et c'est un article parmi beaucoup d'autres. Alors le deuxième volet, c'est à quel point en fait ça c'était nouveau. Alors c'est pas une étude qui apporte quoi que ce soit par rapport à l'évolution future du niveau des mers. C'est une étude où on s'est dit il est possible que le risque de montée du niveau des mers soit plus important que ce qu'on était capable d'anticiper il y a quelques années. Si on le prend en compte, si on suppose une accélération de la fonte, en particulier de l'Antarctique, qu'est-ce que ça fera sur le climat? On l'a pris dans ce sens-là. Et à l'époque, on a été assez critiqué, en particulier dans le cadre du processus de relecture, en disant que c'était pas forcément plausible. Et en même temps, à mon sens, l'article le plus remarquable, c'est celui de deux Américains, DeConto et Pollard, dans le journal Nature, cette année, qui, eux, ont le modèle d'écoulement de l'Antarctique le plus sophistiqué qui existe, qui représente deux facteurs d'instabilité. Le premier, c'est que si on a des eaux de mer plus chaudes qui arrivent en dessous des parties flottantes, ça va les affiner, ça va faire un écoulement plus rapide. Et dans certains cas, quand le socle est enfoncé sous le niveau des mers, ça peut faire une instabilité de long terme. Et puis le deuxième phénomène qu'ils ont pris en compte, c'est que
On ne peut pas avoir une calotte de glace qui ressemble à une brique de Lego. D'accord ? Une calotte de glace, en fait, elle se forme au centre, là où il neige, elle s'écoule, et sur les bords, il y a parfois des sortes de falaises de glace, et ces falaises, en fait, elles ne peuvent pas être épaisses sans fin. Quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de falaise de glace de plus de 300 mètres. Parce qu'en fait, il y a des mécanismes d'instabilité. Sur le haut, ça fond, ça fait des crevasses, ça s'infiltre, et puis au bout d'un moment, ça s'écroule. 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 Au bout d'un